Amateurs de baseball, c'est l'heure d'une nouvelle saison de Baseball. Alors, bienvenue, ici Louis Martinguay et je vais vous parler cette année, comme je l'ai fait lors des années précédentes, de baseball, de votre sport favori, mais principalement en français. C'est ça qui est intéressant, entre autres, avec Baseball. Pour ceux qui veulent des nouvelles en français, écoutez le vidéo YouTube sur podcast et se détendre en entendant parler de nouvelles quand même assez précises et recherchées sur le baseball. Pendant cette saison-ci, je vous parlerai des nouvelles habituellement, de prédictions. Je vais aussi vous parler de vos poules et ça, ce sera un moment important aussi dans la saison. J'aurai un collaborateur cette année qui s'appelle Mathieu Boivin, qui est un fier connaisseur de baseball depuis plus de 30 ans. Avec Mathieu, on parlera en général de ce qui se passe dans la ligue, mais aussi d'histoire du baseball. Donc, il y aura des moments assez précis et intéressants où on vous parlera d'historique, de course au record, peut-être même de statistiques particulières et même de moments peut-être embarrassants aussi. Donc, il faudra attendre la venue de Mathieu bientôt dans les prochains épisodes pour voir ce qu'il nous concocte. Cependant, aujourd'hui, on débute tout de suite parce que la saison a commencé hier soir et il y avait un paquet de matchs déjà à l'horaire et c'est vraiment lancé. Et moi, je vais vous parler tout d'abord des forces en présence dans le baseball majeur et en deuxième partie, je vais vous proposer quelques noms pour vos poules si vous êtes en train de vous chercher justement des remplaçants pour les joueurs que vous avez pris mais qui sont habituellement très souvent blessés. Moi-même dans mes équipes, là, j'ai au-dessus de 4 ou 5 blessés par équipe. Donc, on sait que les lanceurs, entre autres, il y en a plusieurs qui ne commencent pas l'année, qui vont même être sur la touche pendant peut-être la moitié de la saison. Et du côté des frappeurs, on se promène toujours entre une petite blessure de 10 jours, une autre de 2 semaines. Et à ce moment-là, on a besoin de renforts et surtout d'aller chercher des renforts qui sont disponibles. Moi, je vais essayer de me forcer pour vous parler de gens qui sont peut-être disponibles sur le ballottage de vos poules. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être d'aller les chercher. En tout cas, évidemment, ce sera à vous de juger. Tout d'abord, cette année, regardons un peu ce qui se passe du côté de la Ligue nationale. La Ligue nationale est vraiment a commencé les festivités, je dirais, ou en tout cas les hostilités, avec une première série entre les Dodgers et puis les Cubs, que sans aucune surprise, les Dodgers ont remporté, pardon. Les Dodgers, j'en parlais tout à l'heure dans la division Ouest, sont l'équipe à surveiller. C'est une équipe de pratiquement 1 milliard. On a signé tous les agents libres de qualité qu'il y avait sur le marché, à part Juan Soto. Donc, c'est vraiment une équipe qui carbure au dollar, aux grosses prises. Et normalement, en théorie, ils devraient remporter la Série mondiale. Moi, je considère que s'ils ne réussissent pas, c'est véritablement un gros échec parce que avec une masse salariale et pratiquement un joueur de vedette à toutes les positions, normalement, on n'est pas censé échapper ça. C'est probablement la seule équipe dans tout le baseball là, qui peut se permettre d'avoir un joueur étoile à chacune des positions, même pour les 5 lanceurs. Donc, on va commencer par la division Est, la division des Braves, qui, vous le savez, peut-être est mon équipe favorite habituellement. Je considère les Braves étant favoris dans la division Ouest, même si ce sera très, très serré pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les Braves doivent se passé de Ronald Acuna Jr. et puis aussi de Spencer Strider, probablement là, dans les 20 meilleurs joueurs du baseball, Strider étant un des 5 meilleurs lanceurs possiblement, et Acuna assurément un des 3 meilleurs joueurs, sinon le meilleur. Ils vont devoir débuter l'année sans eux, mais à partir du mois de mai, il y aura un gros rattrapage qui devrait se faire puisque ces deux grandes vedettes-là vont rejoindre l'équipe. À ce moment-là, on aura, je dirais, une formation complète du côté des Braves. C'est une formation qui a prouvé en 2023 qu'ils étaient capables de dominer la Ligue assez facilement. Cependant, en 2024, une tonne de blessures ont fait qu'ils ont eu un peu de difficulté même à se rendre en série. Et les problèmes sont venus un peu d'un manque de profondeur et d'une difficulté à avoir un groupe de lanceurs en santé. On a utilisé plus d'une quinzaine de lanceurs pendant l'année pour faire des départs. Ça, c'est jamais une bonne idée. Mais on a eu Chris Sale qui a fait une saison exceptionnelle et qui, pour quelqu'un qui devrait peut-être un jour aller au Temple de la Renommée, a réussi à gagner son premier Cy Young. Ça a sûrement aidé beaucoup les Braves à pouvoir se tailler une place en série malgré l'hécatombe totale de leur attaque. Donc, les Braves cette année qui ont gardé à peu près la même formation avec l'ajout de Jurickson Profar vont pouvoir, je pense, réussir à remporter tout ça. Mais la faiblesse se situera quand même du côté des releveurs. On n'a pas vraiment réussi à structurer un groupe de releveurs de premier plan
comme une équipe comme les Dodgers peuvent faire. On a évidemment Raisel Iglesias qui est superbe, qui est vraiment un stopper de première qualité. Mais le reste, ça se fait un peu avec des gens qui ont eu des succès passés, Aaron Bummer, et puis un groupe de lanceurs expérimentés, mais qui n'ont jamais totalement dominé. Et certains nouveaux venus pour combler un peu la perte de gens sur le marché des joueurs autonomes et la blessure à Jimenez. Donc, il y a vraiment un problème là-dessus, à mon avis. On a vu déjà dans le premier match hier soir contre San Diego que Hector Neris, qui n'était même pas employé par la Major League il y a à peu près 10 jours, a dû venir en relève et s'est fait frapper solidement pour assurer à San Diego la victoire hier soir. Donc, on voit vraiment que le point faible des Braves a déjà été facilement, je dirais, démontré hier soir dans cette défaite-là. Il faudra voir comment ça va se passer. Ma surprise, c'est que Brian Snitker revient. Et vraiment, je pensais vraiment qu'il allait passer son tour avec la saison qu'il a eue l'année passée. Beaucoup de difficultés. Brian Snitker, on sait qu'il se fait vieux et qu'il a beaucoup d'expérience, bien sûr, mais qui en même temps perd un peu, je dirais, en tout cas, surtout, et puis c'est ça qui est particulier, a beaucoup de difficultés à gérer son enclos de releveur. On l'a vu vraiment l'année dernière. Et là, cette année, ça commence peut-être déjà. On voit que Neris, qui n'avait presque pas lancé, là, pas eu de camp d'entraînement, à mon humble avis, n'a pas d'affaire du tout dans ce match-là. Mais on l'a fait quand même lancer dans une situation assez difficile. Je sais bien que le gars a l'expérience, mais quand même. Alors, on verra peut-être les Braves en première position. Sinon, ce sera suivi des Phillies. Pourquoi? Parce que les Phillies ont un groupe de lanceurs partants tout à fait exceptionnel. Les deux grands qui sont Aaron Nola et puis Wheeler vont vraiment réussir encore une fois à nous faire de belles saisons, je crois. Et avec Bryce Harper qui, bon an, mal an, tire toujours son équipe vers le haut. Ça sera vraiment surveillé du côté des Phillies. Encore là, ils ont solidifié une relève, mais ce n'est pas encore assez solide, je pense, pour pouvoir procéder à des matchs plus courts. Il faudra quand même demander aux lanceurs partants de faire des 6, parfois 7 manches. Et on sait que dans le baseball majeur, c'est plus du tout la norme. On essaie de limiter même les meilleurs comme Paul Skeens, Strider, tout ça à 6 manches maximum. Alors, il y a comme un ordinateur là, qui calcule à la place des gérants pour s'assurer qu'on ne verra pas 3 fois le même frappeur au bâton à chaque match. Alors, les Phillies, à mon avis, en second. Ensuite, on aura les Mets. Encore une fois, une équipe à presque 1 milliard. Donc, les Mets ont vraiment mis la main sur Juan Soto, probablement un des meilleurs frappeurs, sinon le meilleur frappeur du baseball majeur. S'il pouvait courir et puis jouer correctement dans le champ, ce serait sûrement le meilleur joueur du baseball majeur. Évidemment, ayant ces deux grandes lacunes-là, il ne peut pas faire tout seul. Et il va quand même être bien appuyé parce qu'avec Pete Alonso et aussi, surtout, Francisco Lindor, il n'y aura pas trop de problèmes à l'attaque pour les Mets au départ, même si le bas de l'alignement est un peu faible. Mais le gros problème des Mets, c'est ce qui fait que je les mets 3e, c'est que je ne vois pas objectivement comment leurs lanceurs partants peuvent nous donner une belle saison. Officiellement, là, si on regarde les statistiques purement, simplement, de façon très technique, là, ils n'ont pas les lanceurs, à part Senga qui revient. Ils n'ont pas du tout les lanceurs pour être compétitifs d'un point de vue des lanceurs partants. Ils ont une très bonne relève, cependant, si Diaz fait le travail toute l'année. On verra comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont réussir à jouer toute l'année avec des lanceurs qui feront 4 ou 5 manches, des lanceurs partants, et avoir une relève par la suite qui vient. On verra comment les Mets vont se débrouiller. Eux aussi, c'est un peu une réussite ou un échec, parce qu'avec l'argent qu'on met dans ce club-là, à mon humble avis, il se doit absolument de gagner. Cependant, on a bizarrement dépensé notre argent et on n'a pas du tout pris le temps d'embaucher un lanceur partant de grand talent, je dirais, ou de procéder à un échange pour aller en chercher un. Ce qui fait que c'est le retour de Senga après une année complète de blessures. Et par la suite, les deux autres qui sont des lanceurs assez approximatifs, qui n'ont jamais eu un grand succès dans le baseball, à part l'an passé pour Manaea, et Frankie Montas, je ne pense pas que ça va aller très loin, tout ça. Peut-être que Manaea aura une belle demi-saison comme l'an dernier, mais Frankie Montas, personnellement, je ne crois pas du tout à ça. Et après ça, Patterson a déjà prouvé qu'il n'était pas capable vraiment de faire un bon travail. On verra. Mais on ne sait jamais. On peut toujours aller chercher une carte cachée, un jeune qui arrive des mineurs ou un échange pour les Mets. C'est toujours possible. Ensuite, on se retrouvera avec un certain pile ou face, mais assurément que les Nationals de Washington devraient être en 4e place. Je ne vois pas comment la Floride peut gagner des matchs cette année, à part avec une performance de lanceur exceptionnelle à chaque soir. Ils n'ont pas d'attaque et c'est une équipe presque des rangs mineurs de 3A. Tandis que les Nationals, eux,
essaie quand même de s'améliorer. L'avenue de Nathan Yellow devrait quand même solidifier un peu le bâton. On sait qu'il y a plein de jeunes qui poussent aussi chez les Nationals. Et les jeunes lanceurs, quoiqu'ils ne sont pas encore vraiment solides, réussissent à se rendre assez loin dans le match. Mackenzie Gore, entre autres, fait un superbe travail. Et les lanceurs des Nationals sont capables d'aller chercher des retraits sur 3 prises et de se rendre au moins en 5e manche tout en limitant les dégâts. Donc, on verra après comment ça va se passer. Mais les Nationals et les Marlins vont donner probablement beaucoup de victoires aux 3 premières équipes, ce qui fait que quand même, on aura une saison très serrée. L'équipe entre New York, Philadelphie et Atlanta qui prendra, selon moi, le plus d'avantages sur ces 2 clubs faibles-là pourra peut-être se sauver avec la division. Dans la centrale de la Ligue nationale, d'après moi, la division la plus faible du baseball, c'est très malheureux parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, on est avec des équipes qui, je crois, sans jouer les unes contre les autres, ne joueraient probablement pas pour 500. On a probablement la meilleure équipe, et encore là, c'est relatif, les Brewers de Milwaukee, qui avec Churios, entre autres, leur jeune exceptionnel, Yelich et quelques autres bons joueurs vont peut-être sortir une attaque valable. Et au Monticule, avec Peralta et le reste de la troupe, vont quand même bien se défendre. Donc, c'est une équipe qui devrait être autour de 500. Et s'ils réussissent à prendre vraiment un grand avantage sur les Pirates et les Cards, qui, eux, ne vont nulle part, ils pourront peut-être se sauver avec la division. Ce sera le même cas du côté de Chicago. Chicago qui a quand même un bon bâton, respectable, disons, avec un bas d'alignement un peu faible, mais avec la venue de Kyle Tucker, un échange exceptionnel. C'est, je dirais pas un incroyable upgrade, entre guillemets, de Cody Bellinger, mais c'est clairement un upgrade. Kyle Tucker, qui est dans les 10 meilleurs joueurs de la Ligue, sans aucun doute, il peut tout faire sur un terrain. Donc, moi, je pense qu'il pourrait même se sauver avec le MVP cette année. On verra comment ça va se passer, mais ce serait mon choix, je dirais, obscur pour le MVP dans la Ligue nationale. Alors, les Cubs ou Milwaukee devraient remporter tout ça. Et pour les 3 autres équipes, là, c'est vraiment très approximatif pour l'année. On sait que Cincinnati a une grande vedette avec de la Cruz, mais ils ont beaucoup de difficultés à organiser, je dirais, un groupe de frappeurs qui jouent régulièrement. On organise beaucoup notre club autour du retour de Matt McLain, qui a fait une superbe première saison, mais qui a été blessé tout l'an passé. Et le reste, et c'est un peu des part-time où on joue toujours au jeu de la chaise musicale, et ça ne doit pas aider nécessairement les Reds de Cincinnati. Les lanceurs, par exemple, peuvent être très solides. Hunter Green a prouvé, en tout cas, sa valeur parce qu'il sait lancer, il sait faire beaucoup de retraits sur 3 prises. C'est un grand gaillard qui lance de façon très rapide. Alors, Cincinnati, normalement, devrait se filer en 3e place, sinon même peut-être surprendre pour une 2e. Et les 2 dernières équipes, là, ça va aller à qui est capable de jouer le mieux. Saint-Louis qui a peut-être un meilleur bâton que Pittsburgh, et encore là, tout dépendant de l'éclosion de O'Neill Cruz et puis du très solide Brian Reynolds. Mais dans tout ce contexte-là, le problème avec Saint-Louis, entre autres, c'est qu'ils n'ont vraiment pas, à part Sonny Gray, de lanceurs de qualité, mais ils ont des jeunes qui poussent, alors probablement qu'au bâton, ça va bien se passer. Et du côté des Pirates, on a une structure de lanceurs un peu mieux, évidemment avec la sensation Paul Skeens, qui pourrait même aller jusqu'à remporter le Cy Young cette année si on arrête de le faire lancer que 5 manches et on le protège trop. Il faudra que Skeens aille plus loin dans les matchs s'il veut être un prétendant, à mon humble avis. Et puis, le reste de l'équipe avec Mitch Keller et tout ça, c'est quand même du solide. Si, entre autres, les blessures comme Jared Jones reviennent assez tôt dans l'année, on pourra avoir un groupe de lanceurs de qualité pour peut-être une 4e place pour Pittsburgh. En tout cas, d'après moi, on va se battre pour la dernière place entre Saint-Louis et Pittsburgh. Dans l'Ouest, ce qui est intense, c'est justement l'équipe dominante, l'équipe à 1 milliard, donc les Dodgers de Los Angeles, qui, en toute évidence, devrait finir premier sans aucun problème, normalement. Le problème qu'ils auront, c'est toujours les blessures. Ils ont un groupe de joueurs qui sont régulièrement blessés, en grande majorité. Il y a aussi peut-être une défensive qui est à revisiter. Les joueurs sont solides, mais
manque peut-être un peu parfois de capacité à se promener un peu partout, d'attraper toutes les balles et d'être bien positionné. Il va falloir voir comment ça va se passer. On a des bons vétérans. Mookie Betts à l'arrêt-course, c'est loin d'être encore gagné. On l'a fait l'année passée. Ça n'a pas été un grand succès. On va voir comment ça va se passer cette année. Puis, on a un très bon receveur en la personne de Will Smith qui, malgré parfois ses sauts d'humeur et sa personnalité un peu exécrable, réussit quand même à très bien diriger tout ce groupe de lanceurs-là qui est maintenant totalement extraordinaire, que ce soit avec les deux Japonais qui sont merveilleux, Blake Snell et puis les autres. Blake Snell qui est un ajout cette année dont on n'a même pas besoin. Alors, on verra qu'est-ce que ça donne. Et surtout, dans l'enclos de relève, on a, je pense, 4 joueurs qui ont déjà été des stoppeurs dans d'autres équipes avant. Et ce qui est intéressant, c'était de savoir qui allait fermer les matchs. Et je pense que hier soir, entre autres, ça a été assez clair. Blake Treinen, qui, dans le fond, est un des meilleurs releveurs, sinon le meilleur releveur des Dodgers depuis 3 ans, s'est vu confier la tâche et il a très bien fait. Alors, il faudra le voir. J'ai bien hâte de le revoir lancer, mais je pense que ce bonhomme-là peut être le stopper sans aucun problème des Dodgers. Sinon, on a plein d'autres options, ne serait-ce que le bon vieux Kirby Yates qui est là, qui est revenu peut-être en renfort et qui pourrait, à la limite même, lancer la 7e manche. Alors, ça vous dit jusqu'à quel point on a beaucoup de profondeur. Ensuite, il y aura les Diamondbacks de l'Arizona, très serrés avec les Padres de San Diego. San Diego, c'est peut-être au point de vue des lanceurs partants. On aura vraiment un excellent duo pour débuter. Mais après ça, ça se corse un tout petit peu. L'attaque est vraiment exceptionnelle dès le départ, dans les premiers 5 frappeurs. Ensuite, on commence à avoir peut-être un alignement plus faible. On verra comment San Diego va répondre à tout ça. En tout cas, ils l'ont bien fait contre les Braves dès leur premier match. Ensuite, Arizona, ce sera du point de vue de leur lanceur. C'est un duo assez exceptionnel d'avoir Corbin Burnes, Zach Gallen, entre autres, ensemble. On verra comment ça va se passer. De point de vue des frappeurs, c'est une équipe qui est assez, qui va un peu partout, qui est assez bien organisée, qui peut frapper autant la longue balle que de se rendre sur les buts. Une équipe assez rapide. Donc, je dirais que c'est une équipe qui est vraiment bien balancée. Et ça devrait leur permettre, j'espère, je crois pour eux, de se rendre dans les séries cette année. Et puis, on ferme la marche avec les Rockies du Colorado et puis les Giants de San Francisco. C'est pas que les Giants sont nécessairement mauvais. Je pense que, entre autres, Webb est un excellent lanceur, un lanceur de premier plan. Ils ont des jeunes qui poussent. Leur problème, je crois, c'est que leur attaque est assez approximative. On a beaucoup de joueurs qui ne sont pas nécessairement des joueurs très solide. Évidemment, il y a Adames et puis Chapman qui, eux, forment un excellent duo de frappeurs. Mais pour le reste, ce sont des joueurs qui sont de qualité, des bons joueurs, versatiles. Mais justement, on n'a peut-être pas assez de vrais réguliers très solides à chaque position. Et c'est ça qui va malheureusement jouer un peu contre les Giants dans cette division-là, surtout parce qu'il faudrait vraiment pouvoir rivaliser un peu de puissance avec les autres équipes. Et ils ne seront pas capables de le faire. Et Colorado, pour l'instant, on va taire la chose. C'est une équipe pitoyable qui ne mérite probablement même pas sa place dans le baseball majeur. Donc, c'est probablement une des pires équipes dans les majeurs avec la Floride. Donc, ils vont donner beaucoup de victoires aux 4 autres équipes de leur division. Alors, je prévois encore une année de misère pour Colorado, quelque chose qui pourrait se rapprocher des 100 défaites. Puis, en baseball, c'est pas n'importe quoi. Donc, on se transporte dans la Ligue américaine. Et la Ligue américaine, c'est l'Est tout d'abord, avec une force pour moi évidente, que sont les Orioles de Baltimore. L'attaque est totalement dévastatrice. Elle est aussi jeune et expérimentée, peut courir, peut frapper du circuit comme du coup sûr. Donc, c'est vraiment beaucoup à l'attaque que ça va se passer. Même si les lanceurs ne sont pas piqués des verres, il faudra voir comment les Orioles vont réussir à se tenir du point de vue de la santé. Parce que les lanceurs partants sont souvent blessés du côté de Baltimore et ça leur coûte beaucoup de victoires pendant l'année. C'est ce qui a coûté un peu, je pense, à l'équipe l'an dernier et ça pourrait être le même scénario cette année.
On reviendra probablement pendant la saison pour parler des Orioles et de leur état de santé. Ensuite, ben, il y a les Yankees qui, eux, ont renippé, entre guillemets, leur lanceur partant. Cependant, ben, Gerrit Cole qui est parti, c'est vraiment pas une bonne chose. On sait que Max Fried vient d'arriver. Selon moi, il aura une bonne carrière, très bonne carrière avec les Yankees de New York. Il a fait un bon choix d'équipe. Cependant, il va peut-être souffrir un tout petit peu là, du stade Mickey Mouse, comme on dit, au Yankee Stadium, avec la petite clôture du côté du champ droit et même dans l'allée de puissance où toutes les balles sont tout le temps en train de sortir. Donc, c'est quand même un stade là, qui ne va pas aider les lanceurs qui sont pas nécessairement des lanceurs de puissance. Gerrit Cole a fait un très bon travail là-bas. C'était fait pour lui. Mais pour Max Fried, qui a, oui, de la puissance, mais aussi beaucoup de finesse, on verra comment ces courbes vont réussir à bien déjouer les frappeurs et surtout ne pas rester suspendu parce que ça pourrait coûter cher, pas à chaque fois, mais très, très souvent. On a une attaque plus que respectable. Aaron Judge, on le sait, c'est probablement le meilleur frappeur du baseball avec Juan Soto. Aaron Judge qui frappe avec une puissance démesurée, un gaillard avec une carrure unique. Donc, ça va vraiment faire un bon travail du côté peut-être d'une répétition de son MVP de l'an dernier. Et donc, les Yankees devraient se classer deuxième, je crois. Mais ce ne sera pas si simple parce qu'ils seront un tout petit peu chauffés par les nouveaux Red Sox de Boston. Quand je dis nouveau, ben, c'est avec l'avenue d'Alex Bregman, entre autres, de Garrett Crochet. C'est vraiment une équipe qui s'est fortement améliorée par rapport à l'an dernier et c'est une équipe qui est pleine de promesses pour l'avenir. Donc, même si j'ai jamais été un fan de Boston, la façon dont ils gèrent leur équipe, ce qu'ils mettent sur le terrain, il reste que c'est une équipe qu'il faudra surveiller. Tristan Casas va-t-il se développer jusqu'où on pense qu'il allait se développer? Il y a aussi une proposition intéressante avec les jeunes qui poussent. Et évidemment, Bregman, qu'on devrait éventuellement asseoir au troisième but, je l'espère. Ce serait totalement absurde de voir Rafael Devers encore au troisième but, lui qui a de la difficulté à attraper une balle et à faire un relais, alors que Bregman a remporté le gant doré l'an dernier. Alors, ce serait complètement débile de la part des Red Sox de ne pas faire cet agencement-là. Devers, malheureusement pour lui, même si son ego doit en pâtir, il est fait pour être un frappeur désigné. Il est un excellent frappeur, extrêmement dangereux. Alors, il faut le mettre là où il est le meilleur pour l'équipe. Et si on est allé chercher Bregman, ben, je pense que c'est pas pour rien. C'est pas pour le faire jouer au deuxième but là, et perdre son temps. On a besoin d'un troisième but. Surtout que c'est un des joueurs les plus payés. À 40 millions par année, c'est assez aussi débile ce contrat-là. Ça m'a vraiment jeté par terre de voir qu'on pouvait payer Alex Bregman 40 millions par année. Je sais que c'est un contrat de 3 ans, c'est un contrat court, c'est un contrat qui est en faveur du joueur et de l'équipe, mais c'est vraiment cher payé pour Alex Bregman. Cependant, ben, les Red Sox devraient arriver bon deuxième ou troisième. Et après, ben, les deux équipes de queue, j'ai aucune idée comment ça va se passer, mais je suis certain qu'ils ne vont pas jouer pour 500. Toronto, c'est une équipe assez pathétique. Au bâton, on a peut-être 2 joueurs de grand talent ou 3 maximum. Le reste, c'est assez faible. Et puis, au monticule, ben, on a des bons lanceurs, mais un peu vieillissants, qui sont capables de tirer leur épingle du jeu, mais ça reste un paquet de lanceurs de 500. Et là, ben, on aura des problèmes. Et au niveau de la relève, là, on attend des jeunes et puis des nouveaux lanceurs parce que ça fait pas le travail. Donc, les Blue Jays, vraiment, probablement dans les dernières places de la division Est. Et Tampa Bay, toujours des surprises. C'est une équipe intéressante à suivre parce que si leurs lanceurs partants sont en forme, ils peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont un groupe avec McClanahan, Rasmussen et compagnie vraiment très intéressant, mais ils sont toujours blessés. Alors ça, à chaque fois, ça coûte la saison presque de Tampa Bay. On sait que Tampa Bay joue, comme on dit, le livre. Même, on pourrait dire qu'il joue l'algorithme. Alors, Tampa Bay a réussi à tirer son épingle du jeu avec toutes sortes de stratégies et avec des joueurs qui, quand même, sont capables de belles choses. Ils ont eu des coups difficiles dans le passé, dans les 4 dernières saisons, mais vont peut-être se relever. On ne peut jamais les compter comme battus, mais je ne vois pas où ils pourraient aller bien au-delà de 500 avec l'équipe qu'ils ont présentement. Division centrale de l'américaine, peut-être la deuxième plus faible du baseball, même si on a stabilisé plusieurs clubs. Je dirais que autant Cleveland, Minnesota,
Tigers, les Royals sont quand même des clubs qui sont bien meilleurs que ceux de la division centrale de la nationale et ils pourraient tous un peu jouer très proche de 500. Ce sera la plus belle course de toute façon, à mon humble avis. Il n'y a aucune équipe qui devrait partir avec les grands honneurs trop tôt dans la saison. Et ça va être un mix qui va se promener entre ces clubs-là. Pour vraiment me commettre, je vais oser mettre encore une fois Cleveland en première place à cause du superbe José Ramirez, le MVP, je pense, moi, de l'américaine, autant presque l'an dernier que cette année. Et en deuxième place, Kansas City ou Détroit. Minnesota, que j'aime beaucoup au niveau du monticule, ont très peu d'attaques valables. Et donc, ce sera toujours une équipe assez proche de 500. Mais il y a des joueurs qui sortent du Minnesota et qui font des miracles avec peu de choses. Alors, à chaque année, on a une ou deux surprises. Et ça, il faut vraiment s'assurer qu'on va suivre ça. En tout cas, ce sont toutes des équipes à suivre. Et puis, les Tigers, comme je les appelle, mes petits Tigers, qui sont une de mes équipes favorites dans l'américaine à cause de leur jeunesse, mais aussi à cause du monticule, avec le magnifique Tarik Skubal, qui est mon lanceur favori. C'est un as, c'est un maître sur le monticule, un magicien. Vraiment, il peut tout faire. Il a même montré cette année son changement de vitesse à Robbie Ray. Et vous allez voir à San Francisco, Robbie Ray cette année, ce ne sera pas quelqu'un d'approximatif entre la liste des blessés et puis le monticule. À chaque fois qu'il va lancer, selon moi, il va faire de très belles performances. Entre autres, grâce à ce troisième lancer-là qu'il a développé et à l'aide de Tarik Skubal. Donc, Skubal, je choisis encore pour être le Cy Young dans l'américaine. Je vois pas qui peut s'approcher de lui présentement, même si contre-performance un peu lors du premier match de la saison, mais c'était quand même contre les Dodgers, il faut pas l'oublier. Et il est faillible, c'est quand même un être humain. On verra comment ça va se placer, mais on sait que Skubal va être de mieux en mieux. Plus la saison avance, plus il fait chaud, plus il est dans son élément. Et c'est quelqu'un qui vraiment était tellement intense et tellement focus que lorsqu'il entre dans, je dirais, ce flow-là, il peut être dévastateur et gagner une dizaine de matchs en ligne. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Il faudra quand même que les Tigers, au niveau de l'attaque, ça soit un peu plus solide que l'an dernier. Demain, il y avait eu des blessures et surtout Spencer Torkelson qui était vraiment à côté de ses pompes complètement. On a dû le ramener dans les mineurs. Là, il a déjà un circuit au premier match. On espère qu'il va redevenir le frappeur qu'il est censé être, un premier choix overall du repêchage, et lui qui est au moins capable de frapper une trentaine de circuits avec un bon gant au premier but, c'est un joueur super important pour les Tigers. En tout cas, ils ont quand même travaillé un peu leur alignement autour de ça, même pour l'an dernier, et ils ont été sauvés par le lanceur parce que Torkelson a été très mauvais. On compte sur Riley Green aussi, un superbe joueur, vraiment qui peut faire un peu tout sur le terrain. J'aime beaucoup Riley Green, en défensive, un excellent bras, court assez bien aussi, puis évidemment, menace au bâton. Et du côté de Kansas City, c'est une équipe qui, avec Bobby Witt Jr., peut un peu tout faire. Bobby Witt Jr. qui aurait, à mon humble avis, dû gagner le MVP l'an dernier parce qu'il n'a pas fait que frapper. Il a été magnifique en défensive. Il a couru sur les buts. C'est déjà un leader, probablement un futur membre du Temple de la Renommée si il n'a pas de mauvaises nouvelles dans sa carrière. S'il réussit à jouer comme ça encore 10, au moins 15 ans. Et donc, Bobby Witt étant le meilleur joueur de la Ligue américaine, à mon avis, il pourrait tirer son équipe assez loin avec les vétérans comme Salvatore Perez, évidemment, qui sont là pour l'appuyer. Pour pas encore longtemps, je dirais. Salvador est sur la fin, malheureusement, mais il a encore beaucoup d'impact dans un club, autant par sa présence, son leadership et son bâton. Côté ouest de l'américaine, on termine notre tour d'horizon avec une division qui, j'ai pas parlé des White Sox de Chicago, je suis désolé. Vous savez probablement pourquoi. Du côté de l'Est de l'américaine, on va vraiment assister à une course aussi un peu complexe. On verra comment les changements chez les Astros de Houston, que je ne comprends pas dans la grande partie de leur choix, d'amener José Altuve au champ, de faire commencer la saison avec deux voltigeurs qui n'ont jamais joué à leur position dans leur carrière auparavant. On dirait que cette équipe-là est coachée vraiment un peu en lançant des dés, et ça, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Pourtant, ils ont un bassin de talent très fort, et avec Christian Walker qui, vous allez voir, va faire la pluie et le
beau temps à Houston, à mon humble avis, on a une équipe qui pourrait finir premier. Cependant, on devrait aussi regarder du côté de Seattle parce que les Mariners qui ne veulent probablement pas gagner parce qu'à chaque année, ils sont incapables d'organiser un alignement de frappeurs qui est un peu décent. Mais ils ont les meilleurs lanceurs partant du baseball. Donc, ce groupe de lanceurs-là, de 5 lanceurs du côté de Seattle, est magnifique. Ils ont eu la meilleure moyenne de points mérités l'an dernier et ils devraient tirer encore leur épingle du jeu cette année, mais c'est le temps que Seattle se réveille parce qu'ils ont entre les mains une équipe qui pourrait vraiment finir première de cette division-là et qui semble ne pas savoir nécessairement où aller. Du côté des Angels, ce sera encore pathétique. Cependant, on va regarder quand même le retour au jeu de Mike Trout. Va-t-il revenir quand même à un niveau très respectable? Il y a des grands joueurs dans le passé qui ont vécu les mêmes problèmes que Mike Trout et qui sont revenus avec quand même des années de qualité. Il est malgré tout assez jeune dans les circonstances pour quelqu'un qui a perdu à peu près 3 ans de sa carrière. Donc, Mike Trout revient. Sera-t-il aussi bon qu'avant? Mais il est de toute façon perdu dans une équipe qui va nulle part, autant au niveau des lanceurs partants, lanceurs de relève. Donc, c'est vraiment une équipe moribonde qui va très bien avec l'autre équipe totalement moribonde qui sont les Aces qui sont les Aces de on ne sait plus trop où. Donc, ces Aces-là qui ont déménagé l'an dernier grâce à leur propriétaire et dans un mouvement assez pathétique là, où on a ri et du baseball majeur et des partisans, nous propose encore une fois cette année une équipe approximative avec des joueurs qui ont été pris un peu n'importe où. Cependant, les Aces selon moi, sont encore plus intéressants que Anaheim, les Angels d'Anaheim, parce qu'ils ont avec eux de bons jeunes joueurs qu'il faut respecter, même si ce ne sont pas les plus grands joueurs du baseball et ni de la Ligue américaine. Au bâton, Shea Langelier, un ancien des Braves qui a été échangé dans le transfert, je pense, de Matt Olson. Shea Langelier est un très bon frappeur. Il pourrait tirer son épingle du jeu. En tout cas, pour un receveur, il va être dans ceux qui vont faire le plus de circuits. Et faudra regarder ici Butler, la sensation de l'année passée, qui vraiment vole des buts, est extrêmement rapide, se promène partout sur le terrain et pour l'instant maintient une bonne moyenne au bâton et surtout une bonne moyenne de présence sur les buts. Donc, lui, il est électrique. Ce qui fait que les A's vont peut-être surprendre quelques équipes. Ils vont terminer, à mon avis, quand même 4e ou dernier, mais ils ont devant eux une très bonne saison. Donc, ça fait vraiment le tour de cet horizon-là du baseball majeur cette année. Je vous invite à suivre, si vous aimez le baseball, plusieurs clubs. Ce qui est intéressant, entre autres, quand vous êtes abonné à MLB.tv, vous pouvez suivre tous les clubs à toutes les heures de la journée, un peu partout en Amérique. Et bien, ça vous permet aussi d'avoir les highlights de chacun de ces clubs-là. Mais si vous êtes abonné à des postes plus traditionnels ou même le MLB Network, vous aurez quand même beaucoup de baseball pour cette belle saison qui s'amorce. Et dans certains cas, ils vont me faire mentir sur mes prédictions. Il est bien certain que je n'aurai pas 100% d'ici la fin de l'année, mais on pourra regarder, et avec Mathieu éventuellement, comment est-ce que ça se déroule. Maintenant, on passe à la deuxième partie du premier Base Call, et je vous parle de pool tout de suite au retour. C'est maintenant l'heure de parler de vos poules parce que vous avez probablement déjà débuté votre saison, vous avez fait, comme on dit, votre draft, votre repêchage et vous avez déjà une tonne de blessés. Tout dépendant de la catégorie du pool dans lequel vous êtes, si vous êtes un 10 club, un 12 club, 16 ou 20, moi je me suis lancé dans l'aventure de faire un peu 3 ou 4 types de poules cette année pour voir un peu comment ça fonctionne, tout dépendant je dirais du genre de flow à l'intérieur.
Alors, j'ai un groupe avec 20 équipes. C'est assez débile, entre guillemets. J'en ai un autre que j'ai fait, évidemment, avec des choix qui étaient basés sur des salaires, où je n'ai pris que la Ligue nationale. Ensuite, j'en ai pris un avec seulement la Ligue américaine. Et j'en ai un autre un peu plus classique avec 12 équipes, qui, lui, vraiment me permet quand même de faire des changements qui sont un peu plus intéressants à partir du ballottage. Donc, tout dépendant de l'endroit où vous vous situez, disons que je vais toujours vous proposer des solutions dans des contextes de pool entre 12 équipes et 16 équipes habituellement. Donc, je vais essayer de vous parler de joueurs qui devraient être sur le ballottage et que vous pourrez aller chercher. Évidemment, on peut parler peut-être éventuellement dans la saison de joueurs qui sont plus établis, de joueurs qui arrivent des mineurs, mais pour l'instant, on vient de débuter la saison et l'important, c'est de remplacer nos blessés. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai proposé 4 catégories dans lesquelles vous pourriez vous améliorer si vous décidez d'aller faire un tout petit tour du côté de ces joueurs-là. Tout d'abord, on cherche très souvent de la puissance, surtout lors d'un 16 club. On a peut-être des besoins au niveau de la puissance. Moi, en tout cas, dans mon équipe, j'ai un peu de problème avec ça. J'ai un premier but là, qui va peut-être faire une quinzaine de circuits. Ryan Mountcastle. Alors, je vais avoir besoin de circuits à certains endroits parce qu'on sait que le premier but, habituellement, est une source assez importante de circuits. Alors, je vous propose d'aller du côté de la division centrale. Et là, ce que je vous propose, c'est un petit peu tricky, comme on pourrait dire en anglais. Eh bien, je vous propose d'aller vers 2 joueurs. À vous de voir lequel vous voulez choisir. Vous pouvez aussi regarder un peu la tendance, laisser aller quelques parties et vous positionner par rapport à ça. Mais je vous propose d'aller vers les Guardians qui, eux, ont fait l'acquisition, un échange complètement débile de la part de Colorado, qui ont retourné Nolan Jones aux Guardians. Ils étaient allés le chercher à l'époque où Jones n'était plus dans les plans des Indians de Cleveland à l'époque. Ils en ont fait quand même un joueur qui avait développé beaucoup de puissance et de promesses. L'an dernier, il a été blessé, il a été mauvais, donc oui, c'était un peu décourageant, mais de là à aller presque le jeter contre un joueur je dirais, un joueur à temps partiel, c'est une erreur à mon avis parce qu'on a le droit de s'attendre de quelque chose de Nolan Jones et principalement des circuits. Donc, Nolan Jones va probablement, s'il n'y a pas de blessure, patrouiller le champ à certains jours et il va laisser la place à Yonelski Noel, le Big Christmas, comme on l'appelle, un des meilleurs surnoms du baseball. Et ces deux-là sont vraiment des gros frappeurs de puissance. Alors, si vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir les deux, essayez de voir vers lequel vous seriez plus intéressé à aller. Il est bien évident que Noël va jouer peut-être un peu moins parce qu'il y a moins de lanceurs gauchers dans les majeurs, mais n'oublions pas qu'il y a la position de DH aussi. Il y a des moments où ils vont venir frapper en suppléance, ce genre de joueurs qui peuvent nous frapper 4 à 5 circuits en tant que frappeurs suppléants pendant l'année. Alors, regardez ça, ces deux bonhommes-là doivent être dans votre ballottage. Et quoi qu'ils ne vont certainement pas être au match des étoiles, ils peuvent, en tout cas, si vous cherchez des circuits, vous en donner presque une quinzaine, dans un cas ou l'autre, peut-être même 20. Alors, n'hésitez pas. Noël qui a déjà prouvé toute sa puissance l'an dernier. Le problème, c'est qu'il a un peu de difficulté à jouer sur le terrain. Alors, il faut le placer en tant que DH et le cacher au champ gauche une fois de temps en temps. Donc, ces deux bonhommes-là sont à voir. Maintenant, si vous voulez des buts volés, ça aussi, c'est pas facile à trouver. Parfois, il faut sacrifier vraiment beaucoup de choses pour avoir des buts volés. Il faut prendre un joueur qui n'a presque pas de puissance, qui a une moyenne correcte sans plus, mais qui peut quand même faire plusieurs points comptés parce que souvent, but volé veut dire qu'on est au deuxième but en position de marquer. Donc, je vous propose d'aller voir du côté de Boston parce qu'il y a quelque chose de pas clair pour l'instant. On veut tenter de faire une place à la recrue sensationnelle qui est Christian Campbell. On l'a mis au deuxième but, même si c'est peut-être pas la meilleure position pour lui. Christian Campbell est sûrement une étoile en montante du côté des Red Sox de Boston. Mais on a aussi David Hamilton qui, en très peu de temps l'an dernier, nous a fait 30 buts volés en jouant un peu de temps en temps et en venant comme coureur suppléant. C'est une machine à buts volés, David Hamilton. Et pour l'instant, il va commencer la saison sur le banc. Alors, il faut vraiment surveiller ça. Tout d'abord, vous le prenez peut-être en attendant qu'il y ait vraiment une place pour lui. Sinon, si vous avez des blessés,
surtout au deuxième but, c'est assez facile de considérer peut-être aller le chercher, surtout si c'est dans un pool de 5 catégories où les buts volés valent autant que les circuits finalement. Donc dans ce contexte-là, vous avez besoin de gars de buts volés. Un gars de 30 buts volés dans un pool de 5 catégories, ça peut valoir pratiquement autant qu'un joueur de 20 circuits, tout dépendant évidemment comment les points sont comptés et comment ils sont structurés. Mais il reste qu'au final, même si c'est le circuit qui est le plus payant, le but volé sera important et David Hamilton peut vous en donner une trentaine et s'il joue plus, qu'est-ce qui pourrait arriver? Même peut-être un 40, ce serait assez inespéré pour quelqu'un que vous avez pris sur le ballottage en début de saison, qui était là parce que justement, on semblait pas avoir trop d'avenir pour lui. En tout cas, si vous regardez sa saison dernière, 30 buts volés en même pas une demi-saison, c'est quelqu'un qui est quand même resté dans l'alignement sur le banc de Boston, pas pour rien, c'est qu'il est là vraiment pour la vitesse, voler des buts. Évidemment, vous allez sacrifier de la puissance, mais vous aurez un marchand de vitesse assez exceptionnel dans ces cas-là. Évidemment, en espérant qu'il joue. Il faudra voir. Christian Campbell, pour l'instant, là, on n'est vraiment pas certain qu'il va faire le travail tout de suite parce qu'il a eu un très mauvais camp d'entraînement. Alors, est-ce que ça va se poursuivre en saison? Je pense pas que ça va durer plus qu'un mois là, si Christian Campbell n'arrive pas à frapper au niveau que l'on entend le laisser frapper. Il va falloir lui donner des présences au bassin de qualité. Là, on va le retourner peut-être au niveau 3A. Maintenant, du côté de nos lanceurs. Les lanceurs, on a besoin de matchs sauvegardés. C'est pas toujours facile d'en trouver. Et surtout, de trouver quelqu'un qui pourrait être régulier toute l'année. Même avec une mauvaise équipe, on sait que ça peut vouloir dire 25 sauvetages. C'est pas rien quand, habituellement, on va aller chercher des deuxième ou troisième lanceurs qui nous en feront peut-être 5, 6 ou 7 pendant l'année. Alors, d'aller chercher même celui de la Floride, Calvin Fauché, qui n'a pas beaucoup pour l'instant, en tout cas, de compétition, qui est bien installé dans ce siège-là. Et c'est à lui de le perdre dans le sens que les Marlins vont le laisser lancer la 9e manche le plus possible. Et bon, évidemment, s'il y a des contre-performances, ben, vous irez le jeter. Mais pour l'instant, vous pouvez aller le chercher. Il est vraiment en dessous du radar. Très peu de gens l'ont pris. Allez voir dans votre pool si, justement, vous êtes peut-être un des premiers à pouvoir aller le chercher. Il ne sera certainement pas au match des étoiles, à moins d'une très, très grande surprise. Mais c'est un jeune bonhomme qui a peut-être une belle carrière devant lui. Et en tout cas, les Marlins lui font confiance et c'est ce qui est le plus important. Du côté des lanceurs partants, c'est très dur d'aller chercher des victoires habituellement lorsqu'on est le pool est déjà sélectionné. Alors, il faut se rabattre sur d'autres types de catégories que des lanceurs, je dirais, un peu plus moyens pourront nous donner. Et là, moi, je vais vous parler des retraits sur 3 prises. Retrait sur 3 prises, on a vraiment un excellent lanceur en Mitchell Parker. Mitchell Parker qui est un gars qui lance pour Washington, qui a une saison quand même acceptable l'an dernier. Mitchell Parker est à 20% de retrait au bâton, ce qui est vraiment très, très, très bon. Donc, ça veut dire assurément un retrait au bâton par manche. L'an dernier, il est allé en chercher quand même 175, ce qui est vraiment pas mauvais. Ça le place possiblement dans les 25 premiers du baseball. Et Mitchell Parker, ben, s'il est chanceux, pourra peut-être aller vous chercher 10 victoires avec une moyenne autour de 4.3, disons. Mitchell Parker a vraiment été malchanceux l'an dernier, à plusieurs reprises, un paquet de coups sûrs qui sont tombés alors qu'il ne devait pas. Il a ce qu'on appelle un BABIP, là, c'est-à-dire le pourcentage de balles mises en jeu qui tombe pour des coups sûrs au-dessus de 300, ce qui d'habitude est intenable pour un lanceur. On fait sa propre chance, je suis bien d'accord. Parker n'a peut-être pas encore les outils pour être un lanceur dominant, mais malgré tout, s'il pouvait descendre ça autour de 280, je pense que sa moyenne de points mérités s'en ressentirait. On pourrait peut-être descendre en bas de 4, et pour une équipe très approximative, pour ne pas dire mauvaise, comme Washington, eh bien, c'est vraiment bien d'avoir un lanceur autour de 10 victoires, 170, 175 retrait au bâton, surtout si on est allé chercher complètement à la fin lorsque le repêchage était terminé. Alors allez voir, il y a des chances que Mitchell Parker soit là. Si vous êtes dans un pool à 16 clubs ou à 20 clubs, c'est assez extraordinaire. Moi, dans mon pool à 20 clubs, il était encore disponible, donc je suis allé tout de suite le chercher. Mais même dans les pools à 16, il se peut qu'il soit
la meilleure option sur le banc, considérant qu'il y a beaucoup de lanceurs partants blessés. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez à peu près 3 ou 4 lanceurs partants déjà blessés. Alors, il faut vraiment faire avec et aller chercher le meilleur de ce qu'il y a sur le ballottage. Et à ce moment-là, Mitchell Parker peut être un bon choix en assumant que Mackenzie Gore est déjà parti parce que on sait que c'est une future vedette. S'il lançait avec un bon club, il serait déjà reconnu pour ça. Alors, si Mackenzie Gore est là, ben, allez le chercher tout de suite, mais probablement qu'il est déjà pris. Alors, rabattez-vous sur Mitchell Parker pour à peu près 175 retraits au bâton. Donc, c'est tout pour le pool cette semaine parce qu'on a eu une introduction très longue sur, évidemment, tout ce qui peut se passer dans le baseball cette année. C'était la première édition. Alors, revenez-moi la semaine prochaine. Assurez-vous de vous abonner, ce serait excellent. Et puis, ne vous gênez pas pour appuyer sur la petite cloche, savoir quand est-ce qu'il y aura le prochain vidéo. Habituellement, ce sera à peu près au même temps, le vendredi ou le samedi à chaque semaine. Alors, soyez des nôtres pour la prochaine. Partagez-le, tous ceux qui aiment le baseball et qui ont le goût de l'entendre parler en français. Alors, ça va me faire plaisir de communiquer avec vous. Vous pouvez m'écrire en dessous des petites vidéos, des questions, des commentaires. Vous pouvez vraiment être pas du tout d'accord avec moi, puis ça va me faire plaisir d'en discuter, même si on n'est pas en personne. Alors, manifestez-vous. Envoyez la vidéo à tout le monde qui s'intéresse au baseball. Et puis moi, je vous dis play ball, bonne saison et à très bientôt. Bye bye.